Minasan ohayo gozaimasu. Bonjour mesdames et messieurs et good morning. Nous allons commencer cette seconde journée qui sera pour le matin consacrée d'abord à la Corée et de façon plus générale avec les deux communications au bouddhisme. Et je commence donc par présenter la communication de notre collègue et ami Yannick Brunton, qui est l'un des très rares spécialistes coréanisants de la Corée classique et en plus de la Corée moderne, qui s'est intéressé à l'histoire du bouddhisme à partir de la période de Koryo, n'est-ce pas, et qui... je ne peux pas entrer dans les détails, mais beaucoup de un aspect de ces recherches correspond est assez proche de celui de Didier Davin qui va parler après lui, mais là ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous avions vraiment besoin de connaître la situation coréenne dans cette présentation générale de la sinoglossie après le Vietnam et les minorités non chinoises de Chine. Voici un premier aspect. J'avais demandé aussi à notre collègue Isabelle Sancho de parler du confucianisme en Corée, mais malheureusement, elle était, à cause de mon inorganisation, ça a été trop tard, elle n'a pas pu, elle le regrette beaucoup, mais elle n'a pas pu participer à ce colloque. Ce sera pour une autre fois. Je laisse à présent la parole à Yannick. Merci Monsieur Robert, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et aussi Monsieur Jean-Noël Robert de cette invitation très généreuse qui me permet aujourd'hui donc de traiter le cas coréen et aussi vous dire tout mon intérêt pour le sujet d'une manière générale dans la mesure où j'enseigne les caractères sino-coréens et le chinois classique à l'université Paris Diderot qui est devenue l'université de Paris. Donc mon propos va commencer par la conclusion, qui va être assez simple, et cette conclusion va être contextualisée et mise en perspective. Donc la conclusion, le résumé de cette situation actuelle, peut être résumé dans un mot qui est un néologisme, mais je pense que l'usage des néologismes ne va pas déparer dans le contexte de ce colloque. J'utiliserai le terme de désinoglossisation. Et si on essaie de le transposer en sinogramme, je dirais nous sommes dans un Talmuna Shide. Alors, ce serait plutôt Tal Hanmun Shide et non pas Tal Hanmuna Shide. Voilà, il faudrait distinguer en fait l'endroit où on fait la pause pour bien comprendre de quoi il s'agit. Tal Hanmun Shide. Comment cette désinoglossisation se réalise? Elle se caractérise par une perte du monopole du chinois classique, du Hanmun comme langue canonique, du fait de la concurrence du sanskrit et du pali via des traductions en coréen. Également par le fait que la langue liturgique classique en chinois classique est remplacée de plus en plus, c'est un phénomène assez récent, par la langue vernaculaire, par le rôle contesté donc, du Hanmun, Kanbun, pour la transcription phonétique des dharani, mantras et autres incantations, par la perte d'usage du Hanmun comme langue de communication à l'échelle de l'Asie orientale, dans un monde interconnecté où la globalisation passe par l'usage de l'anglais. Et donc le corollaire de cette désinoglossisation passe par une coréanisation, une sanskritisation ou resanskritisation, on en rediscutera, et par une anglicisation donc, du bouddhisme coréen contemporain qui aboutit à une reconfiguration globale de ce bouddhisme dans un contexte à la fois national, revendiqué comme national, et à la fois globalisé. Donc je vais un peu mettre en perspective, d'abord contextualiser ce constat, en vous parlant de la situation linguistique actuelle, au sujet de laquelle je ne sais pas si vous êtes
au courant, enfin, dans sa profondeur historique. Donc la situation d'usage du chinois classique, si l'on prend quelques repères qui vont être vraiment très, très grossiers, les premiers contacts attestés dans la péninsule coréenne, donc entre des utilisateurs des sinogrammes et du chinois classique, peut être daté de l'installation de ce qu'on appelle les districts des Han, donc qui vont supplanter le Joseon de Huiman, ce qu'on appelle le Joseon de Huiman, donc vont s'installer dans ce territoire, au nord de la situé actuellement, donc, selon les théories, disons, qui sont les plus consensuelles, au nord de la péninsule coréenne. En 1446, nous avons la date de la publication du Hunmin Jeongeum, qui correspond à la promulgation officielle de l'alphabet coréen, mais avec cette particularité que la langue officielle reste le chinois classique, mais que l'alphabet coréen, qui est à cette époque appelé Onmun, est destiné donc au peuple. En 1894, c'est une année de réforme institutionnelle globale qui va supprimer les concours de recrutement des fonctionnaires, Kwago, et dont le décret qui sort l'année suivante va donc instaurer l'alphabet coréen comme écriture officielle, mais avec une possibilité d'écrire conjointement les sinogrammes, si bien qu'on parle pour cette période de Kukhanmun, donc qui va concrètement aboutir à l'usage d'une sorte de sabir qui mélange de manière non standardisée du chinois classique, des sinogrammes et de l'alphabet coréen. Et donc, les publications de cette période, les écrits de cette période sont assez difficiles à lire parce que chacun écrit en fonction de son niveau d'éducation. 1948, c'est la fondation des deux Corées, des deux républiques, qui vont mettre en œuvre assez rapidement des politiques linguistiques qui vont favoriser l'usage exclusif de l'alphabet coréen, Hangul Chonyeong, donc un usage qui se fait au nom du patriotisme, de la démocratie, de l'éducation populaire, de l'autonomie et de la lutte contre l'analphabétisme. Pour illustrer cette histoire, brève, très brève histoire de l'écriture en Corée, je vous montrerai deux images qui sont des stèles qui me semblent représentatives donc de cette histoire. La première à gauche, la stèle de sanctuaire de l'esprit de la montagne du district de Cheomje du Lelang, de ce district installé dès l'époque des Han. Donc dans le Pyongan-namdo, dans la province du Pyongan du Sud, représente donc, est estimé daté du 1er siècle, même si son authenticité est contestée. Et à votre droite, une stèle funéraire qui date du début du XVIe siècle, stèle funéraire de Iyuntek, qui est la première inscription connue, en tant que stèle, inscrite en alphabet coréen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette désinoglossisation, elle s'inscrit dans le cadre d'une idéologie, la mise en œuvre dans le cadre d'une idéologie, une idéologie nationale, qui va associer à la fois une volonté de suppression, entre guillemets, des hanja, on va voir de quoi il s'agit, et ce que j'appellerais une mystique de l'alphabet coréen. Alors, un des linguistes qui représente ce courant de la soi-disant suppression des hanja, Choi Hyun-bae, donc revendique la non-écriture des hanja, hanja an-sugi. Si on voulait résumer sa pensée, on dirait les hanja, les caractères sino-coréens, il faut continuer de les apprendre, mais il ne faut plus les écrire. Alors, quand je parle de mystique de l'alphabet coréen, c'est l'émergence d'un mouvement qui apparaît dès la fin du XIXe, mais qui se concrétise à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire l'association d'un mythe national, d'un récit fondateur, donc qui va participer de cette mythologie nationale,
où la figure de Tangun, qui est véhiculée d'ailleurs dans ses premières versions par des écrits bouddhiques, le Samguk-yusa au XIIIe siècle, donc, est présenté comme le fondateur non seulement du Joseon ancien, mais aussi du peuple coréen, le grand ancêtre, et on lui attribue, enfin en tout cas on attribue à la culture de sa période la mise au point de systèmes d'écriture qui seraient les ancêtres, enfin la matrice de l'alphabet coréen du XVe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que les linguistes qui vont porter donc l'étude de la langue coréenne sont généralement impliqués, pour la plupart d'entre eux, dans des mouvements religieux qui prônent, donc, qui vénèrent cette figure de Tangun. Par exemple, dans le Taejongyo, qui est une religion donc, fondée sur ce culte, mise en place dès le début du XXe siècle. Et pendant donc, la période de colonisation japonaise, entre 1910 et 1945, certains de ces groupes vont être, on va dire, persécutés, en tout cas malmenés par la police coloniale. En République de Corée, correspond à cette abréviation RC sur la diapositive, sous la Troisième République, on assiste à un mouvement de suppression des sinogrammes qui est un petit peu l'extrême de ces politiques linguistiques, en tout cas en République de Corée, où sous la Troisième République, entre 1968 et 1972, les hanja donc, vont être supprimés des manuels scolaires. Et c'est un mouvement général puisque les hanja sont supprimés des manuels scolaires et la proportion aussi des caractères sino-coréens dans la presse va aussi diminuer de manière importante. Et d'une manière générale, on constate une baisse de l'intérêt pour l'éducation des hanja. En République populaire démocratique de Corée, en Corée du Nord, la doxa de Kim Il-sung, je cite, « Il est inutile d'utiliser les sinogrammes. Toutefois, il est nécessaire de les apprendre parce qu'ils continuent d'être utilisés en Chine, au Japon et en Corée du Sud. » La République populaire démocratique de Corée fait aussi l'expérience de la suppression de l'enseignement des hanja, mais revient en arrière dans les années 60, des directives donc, du grand leader Kim Il-sung, datées entre 1964 et 1966, donc restaure un corpus de sinogrammes, à peu près 2000 sinogrammes entre le primaire et le lycée, et auquel s'ajoute un corpus de 1000 sinogrammes pour l'université, ce qui fait un total de 3000 sinogrammes, qui est équivalent à ce qui se fait au sud. En revanche, les théories de Cheon-bae, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il faut continuer à apprendre mais arrêter d'écrire les sinogrammes, s'incarnent de manière large en Corée du Nord, puisque dans l'espace public nord-coréen, il est rare de voir des sinogrammes, absents de la presse, absents des revues, des manuels et des publications depuis 1949. Ce qui est paradoxal parce que le vocabulaire de la politique en Corée du Nord est construit à partir des sinogrammes. Donc c'est incompréhensible en fait si on ne comprend pas les sinogrammes à partir desquels ce lexique est construit et qui fait partie de la vie quotidienne des habitants de la Corée du Nord. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la perception de ce Hanmun en République de Corée. Donc dès qu'il s'agit du Hanmun en République de Corée, on associe généralement cette langue avec une idéologie. On l'associe au passé, dans la longue durée du passé de l'histoire coréenne. Donc cette idéologie, c'est ce qu'on appelle la vénération de la culture chinoise, le Mohwa Sasan. Également le suivisme des puissants, le Sadejui. On l'associe à des méthodes d'apprentissage, généralement des méthodes de mémorisation de longs textes en chinois classique, à une littérature de genre, donc voilà, on écrit de manière codifiée, à l'élitisme d'un groupe social proche du pouvoir, ce sont les anciens lettrés fonctionnaires de l'époque du régime monarchique. Donc, en bref, on l'associe à une vision du monde et à un ordre social à la fois élitiste, moraliste et politique, et donc à une sorte d'ancien régime.
Le Hanmun est aussi perçu comme une langue figée qui n'est plus en phase avec la vie linguistique des Coréens, la vie quotidienne, et comme une langue qui n'a pas suivi les réformes. Elle est aussi perçue par la force des choses comme une langue étrangère dans la mesure où les règles qui président à l'écriture du coréen stipulent de manière normée dans les dispositions réglementaires que c'est l'alphabet coréen qui constitue le système d'écriture propre aux Coréens et que les sinogrammes sont des lettres étrangères et aussi associées à une langue morte que les Chinois eux-mêmes ne maîtrisent plus, disent-ils. Donc cette perception s'inscrit dans une tendance générale de perte de prestige du chinois classique comme langue de culture et de déclin de connaissance des caractères sino-coréens. Donc il y a différents termes qui sont utilisés pour caractériser et pour identifier ce phénomène. Hanjamun Mengnon ou Hanjamun Mengkuk, à l'époque de ce que l'on appelle la génération du Hangul, c'est-à-dire Hangul Sedae, cette génération qui a été formée grâce à une littérature, à des textes écrits en alphabet coréen. Donc la connaissance de ces caractères sino-coréens n'est même plus considérée comme indispensable au quotidien, et écrire les sinogrammes devient une pratique peu courante. Les sondages qui ont été faits dès les années 90 ont révélé que un nombre très important même d'étudiants à l'université n'étaient plus capables d'écrire, ne serait-ce que leur propre nom, Hanja. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en coréen, du fait que le nombre de syllabes qui est utilisé pour prononcer les termes sino-coréens est relativement limité par rapport au nombre théorique de syllabes qui peuvent être construites à partir de l'alphabet, explique un phénomène très important d'homophonie. Si on regarde dans un dictionnaire, il n'est pas rare pour une même prononciation d'avoir 10, 20, dans les cas extrêmes, une trentaine de mots différents. Donc ce qui se produit aujourd'hui, c'est que donc, les jeunes sont plus, dans certaines situations, sont plus obligés de deviner le sens des mots plutôt que de pouvoir analyser, de comprendre comment ce lexique sino-coréen est construit. Alors, c'est un tableau un peu sombre que je viens de vous brosser. Il y a aussi des mouvements qui vont dans l'autre sens. Voilà, il y a des contre-arguments qui sont là pour indiquer l'enracinement bien solide de ce chinois classique, de cette culture des sinogrammes. Alors, un des contre-arguments qu'on peut poser vis-à-vis de ce phénomène, c'est rappeler que au moins 70% du vocabulaire est sino-coréen. Dans les domaines spécialisés, c'est 80-90%, voire plus. Et que la baisse de connaissance des hanja induit mécaniquement une incompréhension d'une grande partie du lexique, et d'une certaine manière, c'est une forme d'analphabétisme. La désinoglosisation conduit à une baisse générale du niveau linguistique et culturel, rupture avec le passé, et certains vont parler même de déclin, de facteur de déclin du pays. Donc, en réaction, il y a des mouvements de retour au Hanja Puhal. Donc, dans les deux Corées, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc dans les années 60 en Corée du Nord et au début des années 70 en Corée du Sud, donc après des tentatives de suppression et des mouvements, on va dire des mouvements citoyens pour promouvoir l'éducation, l'enseignement des sinogrammes. Donc en République de Corée, parmi l'argumentaire de critique du tout Hangul, de l'usage exclusif du Hangul, eh bien, nous avons par exemple cette idée qu'on associe donc l'usage du coréen à une sorte de patriotisme ou de nationalisme étroit. Il faut voir aussi que depuis les années 1990, a été mis en place par l'État une standardisation d'un test national de niveau de connaissance des caractères sino-coréens. Donc,
on peut dire que dans une certaine partie de la société, il y a paradoxalement un renouveau de la formation, de l'éducation, c'est-à-dire de l'enseignement des sinogrammes, avec un nouveau type d'argumentaire. Par exemple, on met en avant des arguments de type scientifique, les effets bénéfiques sur l'activité cérébrale de l'apprentissage des sinogrammes, en disant que voilà, l'apprentissage des sinogrammes contribue à stimuler beaucoup plus de zones dans le cerveau que l'usage simplement de l'alphabet coréen. Et ce renouveau de l'éducation passe par une refonte aussi des méthodes pédagogiques et d'une certaine manière un changement radical donc, de ces hanja, de ces caractères sino-coréens, dans un sens donc d'appropriation de ces hanja dans ce nouvel environnement culturel. Il y a aussi des arguments de type économique, donc partenariat économique avec la Chine et le Japon, qui sont extrêmement importants, qui ont un poids très important dans l'économie sud-coréenne. Et puis, dans le cadre de l'économie, de la société sud-coréenne, eh bien, l'enseignement des hanja peut aussi être vu comme une sorte de stratégie qui peut être développée par l'élite, donc dans un contexte de compétition sociale exacerbée, où le marché privé de l'éducation est florissant. Alors je vais parler aussi du bouddhisme, de la situation actuelle du bouddhisme sud-coréen. Je vais essayer d'être synthétique. On peut poser la question de savoir si le bouddhisme sud-coréen connaît aujourd'hui une situation de crise. J'ai même entendu dans la bouche de certains religieux le terme de Talpugyo Washite, qui donc signifie une sorte de baisse assez profonde du poids de la culture bouddhique dans la société. On constate en tout cas dans les derniers sondages qui ont été effectués, dans les dernières études statistiques, une diminution globale de la population des bouddhistes, qui s'inscrit aussi dans une diminution globale de la population qui se réclame donc d'une obédience religieuse. Tous les 10 ans, il y a des statistiques officielles. Et à ce phénomène s'ajoute ce que j'appellerais une crise d'évocation, c'est-à-dire la baisse des aspirants à la vie monastique, à l'état monastique, qui s'explique par des raisons plus ou moins lointaines, comme la transition démographique, une urbanisation très forte, une baisse très forte de la natalité et aussi une montée très forte de l'individualisme. Donc, je dirais que le bouddhisme sud-coréen, en tout cas, est vraisemblablement traversé par une crise d'identité qui prend différents aspects, à la fois les aspects culturels, mais aussi donc linguistiques. C'est une crise qui est aggravée par une image dégradée du principal ordre coréen, l'ordre de Chogyé, et des religieux pour différentes raisons, des scandales, et puis les difficultés de réforme interne, notamment pour des aspects de gestion, la corruption, des affaires de mœurs, etc. etc. Donc voici le tableau, mais je ne pourrais pas l'analyser évidemment en détail, des dernières statistiques. Enfin, ici, vous avez une tendance sur 10 ans, sur 20 ans, où vous voyez donc comment évoluent les chiffres. Et on voit assez nettement donc la montée, une forme de sécularisation de la société sud-coréenne et la perte de son premier rang de religion par le bouddhisme au profit donc du protestantisme. Donc, vous rappelez aussi que le bouddhisme de la République de Corée du Sud, est organisé en école, et le poids relatif donc en termes de population religieuse et propriété d'édifices bouddhiques est très contrasté. On a en gros une école ultra dominante, qui est l'ordre de Chogyejong, Teranbulgyo Chogyejong, qui est propriétaire des principaux monastères, on va dire, historiques de la Corée, et qui a un poids considérable dans l'évolution, dans la société sud-coréenne. J'en viens aux langues du bouddhisme coréen. Alors, la vie linguistique du bouddhisme coréen se caractérise à la fois par une polyglossie et une polygraphie, puisque les écrits bouddhiques coréens vus dans la durée
représente 7 systèmes linguistiques et au moins 6 systèmes d'écriture. Donc vous avez entre parenthèses le son A qui est rendu dans ces différents systèmes d'écriture. Donc vous avez un bloc qui embrasse donc le chinois classique dans ses différentes versions et avatars. Donc le chinois classique qui est commun à l'Asie orientale, et puis des systèmes alternatifs au chinois classique, donc qui utilisent les sinogrammes, soit dans des formes intégrales, soit dans des formes simplifiées ou transformées. Donc ces systèmes alternatifs sont le Kugyol et le Hyangchal, qui s'inscrivent aussi dans cette tradition bouddhique. Et puis le chinois parlé ancien, donc ces écrits du Chan hein, qui apparaissent vers le Xe siècle, 9e, 10e siècle, qu'on appelle en coréen Byeonmun. Vous avez donc le bloc constitué par la langue coréenne, et puis deux autres, le bloc sanskrit, hein, qui est associé à différents systèmes d'écriture, l'alphabet Shitam ou Devanagari, mais pour une époque beaucoup plus contemporaine, et puis l'anglais. Alors ces systèmes sont associés à des usages. Donc vous avez, on pourrait au moins différencier la langue des textes canoniques, donc étude de la doctrine, commentaire, la langue de la liturgie, enfin la langue liturgique, des rituels, la langue de l'enseignement, elle qui est, dès le départ, on peut supposer, associée à la langue vernaculaire, puisque le chinois classique n'est pas une langue orale, en tout cas quand elle est implantée, introduite dans la péninsule coréenne. Et puis vous avez la langue des écrits bouddhiques qui ne relèvent pas de ces différents domaines, qui servent qui participent de la vie spirituelle et religieuse du bouddhisme, ces écrits de la littérature Chan, mais aussi des écrits à caractère historique ou biographique ou historique. Donc avant l'invention de l'alphabet coréen, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas ici sur l'écran, donc avant l'invention de l'alphabet coréen et sa promulgation, donc la synoglossie est triomphante, si je peux employer ce terme, dans au moins 3 des 4 usages des langues du bouddhisme, à la fois comme langue canonique, liturgique et la langue des écrits bouddhiques, et dans l'historiographie également. Pour preuve, la gravure de la Grande Corbeille est très connue de l'époque médiévale, donc une gravure xylographiée, ce qu'on appelle la Grande Corbeille aux 80 000 planches. L'usage de la langue parlée écrite du Chan qui apparaît par exemple dans l'épigraphie dès le XIIIe siècle. Et donc on note aussi ces systèmes d'écriture alternatifs pour noter la langue coréenne médiévale ou même annoter les textes. Donc ce sont des systèmes qui ne sont pas imprimés par définition, qui sont rajoutés par les lecteurs, qui suivent donc des lectures données par les maîtres, où vous avez là aussi, de manière assez commune à l'Asie orientale, une lecture dans l'ordre du texte et puis une lecture traduction. Donc ces systèmes d'annotation, vous avez le terme hyonto, donc sont dans la tradition bouddhique associés donc à ce système d'écriture qui en fait fonctionne comme les syllabaires japonais actuels, donc ce qu'on appelle le kugyol, qui sont généralement des parties des sinogrammes, de parties de phonogrammes qui sont plus rapides à écrire, qui sont donc indiquées sur le texte. Donc, je vous montre un exemple. Donc vous avez une page d'un ouvrage ô combien important, qui est dans ce qu'on appelle le Pegun Hwasang Choro Puljo Jikji Shimcheyojol, que l'on simplifie en Jikji, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France et qui est le plus ancien ouvrage imprimé en caractère métallique mobile, où vous avez donc en rouge ici le découpage des groupes, et puis vous avez rajouté à l'encre noire, je ne sais pas si on peut le visualiser. Donc ces éléments de kugyol, donc ici vous avez le même texte mais avec les éléments de kugyol qui graphiquement se distinguent assez nettement, et puis donc ici ces éléments que j'ai mis en rouge et en alphabet coréen.
Donc voilà, je passe assez vite sur l'usage de ces différents systèmes d'écriture. Vous avez par exemple l'écriture Shittam qui est utilisée pour les chinon, pour les mantras, dans différents types de textes. Alors, si on s'intéresse à la langue liturgique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a par exemple le témoignage d'un moine japonais, Enin, ô combien éminent, donc du IXe siècle, qui en 839 visite un monastère dans le Shandong, dans la péninsule du Shandong, visite un monastère du Shilla, où il y a des moines du Shilla, et il nous rapporte en fait les différentes langues dans lesquelles sont pratiquer donc les différentes cérémonies, comme par exemple la cérémonie de lecture de sutras. Donc on a des pratiques qui sont une combinaison entre des traditions chinoises, des Tang, et la tradition donc, du Shilla, et avec différentes langues utilisées. Donc la langue du Shilla, une langue qu'on peut supposer être des mantras, en tout cas qui sont associés à la louange au Bouddha, qu'on appelle Pompei, et puis des prononciations qui suivent l'usage chinois. Bon, je passe sur les hyanga, parce que le temps nous est compté. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des phonogrammes utilisés donc, pour transcrire les mantras, hein, les dharani et les dharani. Et dans la mesure où ces transcriptions proviennent du chinois, eh bien, il y a un décalage entre la prononciation chinoise de ces sinogrammes pour retranscrire ces mantras, ces dharani, et la prononciation coréenne. Alors les enjeux de cette désinoglosisation tournent autour, j'ai mis un cercle parce que ça c'est lié les uns avec les autres, tournent autour de l'idée de modernisation, la modernisation du bouddhisme, qui passe donc par la mise en alphabet coréen, par le Hangul-hwa, traduction coréen, et qui se fait au nom d'une forme de bouddhisme plus proche des gens et aussi par une volonté de vulgarisation, c'est-à-dire de diffusion dans la population de manière plus massive donc, de la doctrine bouddhique et plus récemment aussi d'une volonté d'internationaliser le bouddhisme coréen mais par l'anglais. Donc voilà, je vais aller assez rapidement. Donc, cette mise en alphabet coréen, qui est en fait une coréanisation, eh bien, elle apparaît dès la promulgation de l'alphabet coréen. Puisque même d'une manière officielle, eh bien, dans un contexte pourtant de répression institutionnelle du bouddhisme, il y a des bureaux qui vont publier des sutras, donc avec des traductions officielles. Voilà. Et ce mouvement va se poursuivre. Et donc tous les usages des langues du bouddhisme vont comment dire, être investis par la langue coréenne. On a par exemple, en tant que langue canonique, la traduction de la Grande Corbeille, donc l'ensemble des textes bouddhiques en coréen, donc, qui est publié dans sa version la plus complète dès le début des années 70. Tout à l'heure, je vous montrais des stèles. Là, je vous montre une autre stèle. La stèle, donc, entièrement en coréen. Quand on n'a pas l'habitude, c'est assez surprenant parce que cette tradition est quand même très ancienne et sans doute une des plus anciennes. Alors, ce n'est pas ici la plus ancienne. Peut-être on pourrait trouver des exemples plus anciens, mais une des plus anciennes date de 1949. Donc, pour vous montrer aussi l'importance du chinois classique dans cette tradition bouddhique. Donc il y a une stèle funéraire associée donc, qui est là pour indiquer à quelle urne à relique correspond tel ou tel monument. Alors le rôle des religieux dans cette coréanisation des textes bouddhiques est évidemment très important, mais je vais passer sur ce point. On assiste aussi donc à une resanskritisation du bouddhisme sud-coréen. Donc avant et après donc, l'invention de l'alphabet coréen, le sanskrit existait déjà dans certains usages particuliers des langues canoniques et liturgiques. On a vu très rapidement tout à l'heure, notation des dharani, des mantras, et ces systèmes de notation apparaissent sur les objets de culte, notamment sur les cloches bouddhiques. Et donc au XXe siècle, c'est ce qui se produit, donc la seconde moitié du XXe siècle, c'est cette idée de contourner la langue canonique
dont le chinois classique avait le monopole jusque-là, par la traduction assez systématique des canons pali et sanskrit. Et ces traductions sont facilement accessibles depuis le début du XXIe siècle. L'anglicisation comme instrument d'internationalisation du bouddhisme coréen est aussi un phénomène assez récent qui s'explique par, comme je disais tout à l'heure, par cette volonté de globaliser le bouddhisme sud-coréen. Et donc on a des traductions, je dirais, tous azimuts en anglais, à la fois du canon, comme langue d'enseignement et aussi comme langue des écrits bouddhiques. Donc cette internationalisation, qui passe aussi par l'internationalisation du clergé, elle se met en place dans les années, en gros dans les années 1970 et se poursuit aujourd'hui par le fait que dans cet ordre bouddhique le plus dominant, donc, existent des centres de pratique du Son qui sont internationaux, avec cette volonté de promouvoir donc, certaines techniques de méditation qui sont être censées représenter l'identité et la tradition du bouddhisme coréen, comme le Kanhwa-son. Alors, dans ce paysage peut-être un peu, pas dire sombre, mais il y a aussi des rayons de soleil. Alors, par exemple, la volonté de moderniser le bouddhisme coréen et de le vulgariser au sens noble du terme prend des formes que vous connaissez peut-être depuis 2002 et la Coupe du Monde organisée conjointement par la Corée et le Japon. Il y a ces formules de temple stay qui sont proposées et qui sont là pour rapprocher la culture monastique de la population, qui a connu un très grand succès et qui continue de connaître un très grand succès, à la fois pour les Sud-Coréens, mais aussi pour les étrangers qui visitent la Corée du Sud. Alors on peut se poser la question, et je vais essayer de terminer en 2-3 minutes. Est-ce que cette désinoclassisation peut être qualifiée de la pointe de la modernité bouddhique sud-coréenne? Est-ce que la messe est dite? Eh bien, nous avons un cas eh bien non, puisque nous avons un cas de réussite qui est posé comme modèle, notamment par les médias bouddhiques. C'est celui d'un temple qui s'appelle Mihwangsa et qui se situe à l'extrême sud, alors pas dans l'île de Jeju-do, mais à l'extrême sud de la province du Cholla du Sud, et qui donc est complètement excentré des grands centres urbains, qui est éloigné de ce grand axe Séoul-Busan, et donc il se situe à l'opposé, donc dans la province du Jeollado, et qui connaît un succès très important dans les activités justement de propagation du Dharma. Et c'est aussi un monastère qui a remporté un grand succès dans cette formule du temple stay avec l'accueil de beaucoup de Coréens et d'étrangers. Je vous passe sur les différentes solutions qui ont été adoptées par ce monastère. Donc j'en viens à la conclusion, la fin de cette présentation. Donc ce monastère a mis en place un temple stay. Il avait une longue tradition déjà d'accueil des gens de passage. Il a mis en place aussi un programme de retraite de 8 jours, pratique donc du Son. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monastère avait le projet de faire une sorte de centre globalisé, de centre mondial finalement de la pratique du Kanhwa-son, avec des formules qui ont été élaborées sur la base d'une expérience vraiment internationale dans différents lieux de méditation, à la fois de la tradition bouddhique dans les pays bouddhiques, mais aussi même en Europe. Et un des éléments du programme qui a connu un grand succès, c'est le programme d'enseignement du Hanmun pour les enfants, Orini Hanmun Haktan, donc qui a été ouvert en 2000 comme un programme de propagation du Dharma à destination des élèves de l'école primaire. 8 jours sans les parents, donc dans la nature, et grand succès de ce programme qui a été jusqu'à la mise au point de manuels qui, pour diffuser cette pratique à d'autres monastères.
Donc on est là finalement dans cette tendance du renouvellement complet de l'image des Hanja et des Hanmun dans le contexte bouddhique, où finalement cette culture sinogrammique, ce chinois classique, il est en train d'être associé à d'autres valeurs que cet ancien régime dont je vous parlais précédemment. Je vous remercie de votre attention.